In Extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. La démocratie, c'est littéralement le pouvoir exercé par le peuple. Elle ne se déploie évidemment pas de la même manière sous toutes les latitudes. Les États qui ont choisi ce régime, ou prétendent l'avoir choisi, l'appliquent chacun avec leur histoire, leurs institutions, leurs aspirations. Dans certains d'entre eux, la crise sanitaire a eu des impacts sur l'exercice de la démocratie. The Conversation a choisi d'explorer cette notion à travers une série de podcasts réalisés avec l'Institut des hautes études pour la science et la technologie et intitulé « Quelle démocratie ?» On y parle de ces évolutions aux États-Unis, en France et en Chine. Les deux premiers États sont indéniablement des démocraties, même s'ils font régulièrement l'objet de critiques sévères. La Chine, elle, est un régime autoritaire qui pourtant se prétend démocratique. Comment la démocratie s'exerce-t-elle? Comment se construit-elle? Quel danger la menace? Je suis Françoise Marmouillet, journaliste pour The Conversation. Cet ultime épisode est consacré à la République populaire de Chine. Comment comprendre les récentes évolutions du régime, aussi bien dans sa politique étrangère qu'à l'intérieur? Quel est le rapport à la démocratie de cet État autoritaire? Je suis Grégory Raiko, journaliste à The Conversation. Et pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui le sinologue Jean-Pierre Cabestan. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, chercheur associé au Centre d'études français sur la Chine contemporaine de Hong Kong et professeur de sciences politiques à l'Université Baptiste de Hong Kong. Jean-Pierre Cabestan, il a parfois été annoncé que l'émergence d'une classe moyenne en République populaire de Chine allait nécessairement s'accompagner d'une démocratisation. Quelle est la réalité de cette émergence? Bonjour et merci de m'avoir invité. La question de la classe moyenne est une question centrale pour tous ceux qui s'intéressent au processus de démocratisation. On a vu qu'elle a joué un rôle essentiel lors des dernières vagues de démocratisation. Je pense notamment à la troisième vague qui a touché la Corée du Sud et Taïwan. Mais pour ce qui concerne la Chine, jusqu'à maintenant, la classe moyenne a démontré son conservatisme. Elle a démontré son conservatisme pour des raisons qui sont à la fois, je dirais, culturelles et historiques. Culturelles parce que vous avez une très faible culture démocratique en Chine, parce que aussi sur le plan historique, la Chine s'appuie sur 2000 ans de régime impérial, particulièrement autoritaire. Mais j'ajouterais à cette dimension historique quand même une dimension qui touche à l'histoire plus récente de la Chine continentale, hein, qui est le fait que depuis 1949, vous avez un régime soviétique qui s'est mis en place en Chine et qui a tué tout espoir de démocratie et qui a combattu, je dirais, pour aller plus loin, toute idée démocratique depuis sa création. À chaque fois, il y a eu un mouvement qui cherchait à ouvrir le jeu, notamment lors du mouvement des Sans-Fleurs en 1957, ou après la mort de Mao, lorsque Wei Qingshang a appelé à la cinquième modernisation, qui était la démocratie, ou alors lors de Tiananmen, à chaque fois, évidemment, le Parti communiste a tué tout espoir d'évolution vers plus de démocratie. Et donc, on est face à un système en Chine qui est particulièrement autoritaire et qui, avec Xi Jinping, est devenu non seulement plus autoritaire, mais aussi beaucoup plus efficace dans la répression de la dissidence et de toute voix de nature à critiquer le Parti communiste. Donc, on est face à une situation qui me semble rester dans un avenir relativement stable, où la société chinoise est beaucoup plus intéressée par la consommation, par son bien-être, ce qui est compréhensible hein, après 30 ans ou 40 ans d'indigence communiste, hein, mais aussi qui reste très prudente pour tout ce qui concerne l'expression politique, parce qu'elle sait que en fait, il n'y a que des coups à prendre et que tout Chinois qui se risque à devenir un peu trop citoyen, et pas seulement consommateur, prend des risques et peut-être faire l'objet d'une répression
féroce et efficace de la part des autorités, avec toute une gradation que l'on connaît en Chine, allant des réprimandes à la détention et aux peines de prison. In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Est-ce qu'il existe malgré tout des espaces de liberté pour les Chinois? Je pense notamment à Internet ou aux réseaux sociaux. Et puis, au sein de ce parti communiste chinois, est-ce qu'on a des espaces de débat pluraliste? Alors, je pense qu'il faut d'abord peut-être rappeler que depuis 1979, le début des réformes, la Chine n'est plus totalitaire, elle est autoritaire. Et ceux qui pensent qu'on est revenu à un régime totalitaire, à mon avis, exagèrent un peu le caractère répressif du régime. En fait, le régime autoritaire qui est maintenant présidé par Xi Jinping est extrêmement intelligent dans sa répression. Il a continué d'offrir des espaces de liberté indéniables inexistants auparavant à la société chinoise. Par exemple, l'accès au passeport, le droit de voyager, la liberté économique aussi, le droit d'entreprendre, le droit de s'enrichir. Tout ça, ce sont des libertés qui n'existaient pas à l'époque de Mao. La liberté aussi de parler dans les lieux privés des questions politiques. Mais évidemment, là où la liberté s'arrête, c'est tout ce qui est expression publique des idées politiques ou des questions sensibles et évidemment tout de suite très réglementées et puis réprimées. Pour ce qui concerne Internet, je pense qu'il y a une répression, un cadrage très, très évident d'Internet. Maintenant, il faut se méfier parce que d'abord, la surveillance d'Internet n'est jamais totalement fiable. Il y a beaucoup de failles dans le système. Ensuite, parce que le régime ne réprime pas toutes les communications Internet. Au contraire, il utilise l'Internet à la fois pour s'informer sur l'état d'esprit de la population et pour réprimer les expressions les plus extrêmes ou les plus dommageables pour le pouvoir politique. Maintenant, outre l'Internet, je pense qu'il y a aussi une hiérarchisation des libertés en Chine. Je pense que ce qu'on voit pas toujours bien de l'extérieur, c'est que les élites, en fait, jouissent de beaucoup plus de liberté que le vulgum pecus, si vous voulez, que les gens qui n'ont pas d'influence dans la société. Alors évidemment, les libertés des élites sont pas sans limite. On a vu récemment avec la condamnation d'un homme d'affaires très connu qui s'appelle Zheng Zhiqiang et qui avait pourtant des relations en haut lieu. Mais dans l'ensemble, et je vois dans les milieux intellectuels, dans les milieux universitaires, vous avez quand même une plus grande latitude d'action qu'au sein de la société dans son ensemble. Donc il faut se méfier de cette réalité. Enfin, il faut prendre en compte cette réalité. La deuxième chose, c'est que dans le Parti communiste, vous avez évidemment là aussi une très forte hiérarchie. La piétaille du parti n'a pas beaucoup de voix au chapitre. Elle est là pour en fait diffuser les instructions du parti, surveiller la population ou même la protéger, comme c'est le cas lors de la crise du Covid, encadrer la population. Mais sur les 92 millions de membres du parti, vous avez probablement 600 000 membres, ce qu'on appelle les cadres dirigeants en Chine, qui ont voix au chapitre et qui peuvent avoir à l'échelon central ou à l'échelon local une influence sur les politiques ou les décisions prises par le parti. In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Tout au sommet de ce système pyramidal du Parti communiste chinois, il y a un homme, Xi Jinping. Il en est le secrétaire général depuis 2012 et il est le président de la République populaire depuis 2013. Depuis son arrivée au pouvoir, il a adopté un ton très martial sur des questions comme le Tibet, Hong Kong, les Ouïghours, bien sûr Taïwan. Écoutons un extrait d'un reportage d'Euronews datant de mars 2018. C'était son premier discours solennel depuis qu'il a obtenu le droit de se maintenir au pouvoir à vie et que Xi Jinping a fait vibrer la corde nationaliste, évoquant les batailles sanglantes livrées par la Chine pour tenir son rang parmi les nations. Le puissant dirigeant chinois a lancé une nouvelle et forte mise en garde à Taïwan, dont la Chine s'estime seule représentante légitime. Assurant que son pays n'accepterait jamais l'abandon d'un seul pouce de son territoire, Xi Jinping a déclaré « Les actes et les manœuvres visant à séparer le pays sont voués à l'échec. Elles seront condamnées par le peuple et punies par l'histoire. » Jean-Pierre Cabestan, que pense la population de Xi Jinping
et de sa rhétorique nationaliste? Alors, je pense qu'au départ, Xi Jinping a été bien accueilli. Il a été soutenu par beaucoup de Chinois qui ont salué sa lutte contre la corruption, notamment des hauts responsables du parti et de l'État. Son coup de balai a été apprécié, hein. Et même sa lutte contre la petite corruption, hein, du fonctionnaire de base a aussi, à mon avis, été soutenu par la société. Son nationalisme, la volonté de défendre la Chine à l'étranger, est une fibre qui fonctionne extrêmement bien en Chine, hein, et qui aussi lui a recueilli un grand soutien, je dirais, dans l'ensemble de la société. Maintenant, je pense depuis qu'il a pris la décision de rester au pouvoir au-delà des 10 ans qui étaient d'une limite constitutionnelle, hein, pour le président de la République jusqu'en 2018, eh bien, lui a attiré pas mal de critiques, en particulier parmi les élites. Je crois qu'il faut regarder surtout au sein des élites les voix dissonantes, critiques à l'égard de Xi Jinping, qui est devenu une espèce de dictateur, hein. Il a vraiment remis en cause deux principes importants qui avaient été réintroduits par Deng Xiaoping au début des réformes, qui était d'abord le principe de la direction collective au sein du parti, et ensuite l'abolition de tout culte de la personnalité. Et là-dessus, il est revenu sur ces deux principes, ce qui, évidemment, oriente la Chine dans une direction extrêmement qui va à contre-courant de l'histoire, qui l'a fait reculer. C'est un grand bond en arrière sur le plan politique. Et puis, alors, sa répression des zones non chinoises, notamment, ou sa mise sous tutelle étroite du Tibet, de Hong Kong et du Xinjiang, est plutôt bien accueillie par les milieux nationalistes, hein. Et là, il y a une incompréhension, je dois dire, y compris des élites chinoises, à l'égard des populations allogènes ou même de la communauté de Hong Kong, hein, et des Hongkongais qui adhèrent à des valeurs politiques démocratiques. Et là, c'est un vrai problème parce que cette incompréhension, évidemment, nourrit la répression à laquelle on assiste aujourd'hui. Il y a un véritable racisme en plus en Chine à l'égard des Ouïghours, hein, qui rappelle un peu notre racisme, si vous voulez, à l'égard des Arabes en France. Il faut dire les choses franchement. Mais la différence de l'Algérie, le Xinjiang ne sera jamais indépendant. Et donc les petits blancs, les Chinois qui habitent au Xinjiang, contrôlent le territoire et continuent de le contrôler avec l'aide de l'armée populaire de libération et des forces de sécurité. Donc l'espoir de l'indépendance du Xinjiang est totalement vain, et même l'espoir d'une autonomie politique au Xinjiang me paraît extrêmement difficile tant que la Chine sera présidée par un parti unique et surtout par Xi Jinping. Quand on parle de Chine et de démocratie, on pense à Taïwan. Cette île, qu'est-ce qu'elle représente aux yeux de Pékin? Est-ce que c'est une sorte de contre-modèle? Et puis, comment est-ce qu'elle est perçue par la population chinoise? Je pense que Taïwan, c'est l'anti-Chine populaire. Elle démontre la compatibilité entre les valeurs confucéennes et la démocratie libérale, entre d'un côté des valeurs qui sont plutôt des valeurs hiérarchiques, une morale assez conventionnelle, mais aussi un pluralisme politique, des élections libres, et une société qui est beaucoup plus apaisée, hein, dans ses relations sociales que la société continentale, et aussi beaucoup moins inégale. Donc c'est un défi pour la Chine. C'est un défi parce que c'est perçu comme une source de subversion, une source d'idées subversives, si vous voulez, pour la société chinoise, tout au moins pour le Parti communiste. Alors maintenant, la société chinoise, difficile de savoir ce qu'elle pense. Ce que j'observe, si vous voulez, c'est que vous avez de plus en plus de Chinois qui essayent de se rendre à Taïwan, d'abord pour visiter, pour voir un petit peu ce que c'est, une démocratie à la chinoise. Ensuite, parce que moi je le vois à travers mes étudiants, hein, c'est qu'il y a un intérêt pour l'expérience politique taïwanaise, de cette démocratisation réussie à l'échelle d'une île de 23 millions, 24 millions d'habitants. Donc il y a une forme d'attraction et d'intérêt. Moi je vois à chaque fois qu'il y a des élections à Taïwan, vous avez un intérêt réel de la part des élites chinoises, des gens qui veulent s'informer sur l'extérieur et sur Taïwan. Maintenant, je pense que beaucoup de gens en Chine, même favorables à Taïwan, hein, mesurent les différences entre Taïwan et la Chine continentale. D'abord, la taille, évidemment, qui joue un rôle important, mais aussi le fait que
la culture politique du Kuomintang, le parti nationaliste créé par Sun Yat-sen et puis après dirigé par Chiang Kai-shek, qui a toujours été une culture politique libérale, en fait, constitutionnaliste, inspirée par les Lumières, inspirée par Montesquieu, qui était une des références essentielles de Sun Yat-sen, tandis que la culture politique du Parti communiste est une culture politique léniniste, qui ne croit qu'à la démocratie socialiste, qui veut dire démocratie dirigée par un parti unique, qui est le Parti communiste. Donc, tant que vous obéissez au Parti communiste, vous pouvez débattre et proposer des idées. C'est ce qu'on appelle la démocratie consultative en Chine, mais c'est le Parti communiste qui vous consulte et c'est lui qui décide qui se présente aux élections. Et c'est un système qu'on voit aujourd'hui étendu à la région administrative spéciale de Hong Kong. Et donc, c'est pas de la démocratie, c'est de la dictature avec une forme de consultation de la population. In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat. Le bilan s'alourdit en Chine où un virus proche du SRAS a fait désormais 6 morts, tous dans la ville de Wuhan, le foyer vraisemblable de l'épidémie. Par ailleurs, des dizaines de cas supplémentaires ont été recensés, ce qui porte à près de 300 le nombre total de personnes infectées, selon les données officielles des autorités chinoises, qui tentent de contenir ce nouveau type de coronavirus dont les symptômes s'apparentent à une pneumonie. On vient d'entendre un reportage d'Euronews de janvier 2020. Au tout début de la pandémie de ce qui ne s'appelait pas encore Covid-19. 1 an et demi plus tard, est-ce que la République populaire de Chine a été affaiblie ou au contraire renforcée par cette crise sanitaire qui, rappelons-le, est née sur son territoire? Dans l'ensemble, la Chine est sortie renforcée de cette crise. D'abord parce qu'elle a bien et rapidement jugulé. Elle a peu de cas. Son économie repart très rapidement. Et la population est assez, si vous voulez, favorablement impressionnée de la manière dont Xi Jinping et les Chinois ont géré cette crise. Alors évidemment, il y a eu au début des cafouillages, il y a eu une volonté d'étouffer surtout les lanceurs d'alerte. Et ce qui est intéressant justement, c'est que si les lanceurs d'alerte ont été au départ étouffés en Chine continentale, ces lanceurs d'alerte ont transmis les informations à Taïwan qui a très rapidement, dès la fin de 2019, a pris des mesures de protection en fermant ses frontières, en testant, ce qui montre qu'il n'y a pas que les dictatures qui savent gérer les crises. Et parmi ces facteurs, si vous voulez, le facteur politique, les facteurs de réussite dans la gestion d'une crise sanitaire, les facteurs politiques n'est peut-être pas le facteur essentiel. Le facteur essentiel, c'est davantage d'avoir des frontières étanches. Et quand on est une île, on a plus facilement des frontières étanches. C'est le cas de Taïwan, c'est le cas du Japon. C'est le cas dans une certaine mesure aussi de la Corée du Sud, qui a une frontière terrestre unique, c'est avec la Corée du Nord. Et donc, et puis il y a une dimension culturelle, qui est le fait qu'en Asie orientale, il y a eu la crise du SRAS, les gens portent facilement des masques, et donc les mesures de prévention sont beaucoup plus facilement acceptées, si vous voulez, sur le plan culturel qu'en Occident. Donc autant de données qui montrent que c'est pas seulement la Chine qui a réussi, mais beaucoup de pays qui ont pris, si vous voulez, des mesures de sécurisation et des mesures préemptives à temps, et qui sont difficiles pour des raisons qui tiennent à notre intégration européenne, à complètement répliquer de manière, si vous voulez, mécanique sur le continent européen, et notamment en France. Donc, la Chine essaie de nous donner des leçons de gouvernance. La grande faiblesse de la Chine, quand même, ça reste l'opacité de son système. Le fait que vous avez un pays d'1,4 milliard qui est dirigé par une société secrète, qui est le Parti communiste, qui décide derrière des murailles assez élevées, il sort de l'humanité, environ 1/5 de l'humanité. Et donc, et ça, cette opacité ne pourra se perpétuer, en fait, que tant que les Chinois resteront, si vous voulez, distants du politique. Et tant que les contribuables chinois ne chercheront pas à savoir exactement comment leurs impôts sont utilisés et comment finalement leurs responsables sont élus. Comme vous le savez, probablement, c'est qu'en Chine, aucun responsable local n'est véritablement choisi par la population, y compris à l'échelon local.
Et même dans les villages, les candidats au poste de responsable des villages sont en fait d'abord triés sur le volet par le Parti communiste avant d'être élus. Donc, il n'y a pas véritablement d'expression autonome politique de la société chinoise. Et ça, tant que le Parti communiste sera au pouvoir, ça sera impossible. Et ce que j'ajouterais pour conclure, c'est que en fait, c'est un système qui est extrêmement difficile à réformer. Parce que dès que vous souhaitez le réformer, vous mettez le doigt dans un engrenage qui est difficilement contrôlable et qui se termine toujours par une revendication qui est une voix, une personne, une voix. Et donc qui remet finalement en cause le principe du parti unique. Et donc ouvre la porte sur l'inconnu démocratique. Et au plan international, l'image de la Chine, est-ce qu'elle sort renforcée de cette crise ? Sur le plan international, je pense que son image, elle est, pour faire simple, elle s'est beaucoup détériorée dans le Nord, et tous les sondages d'opinion l'ont montré, dans les pays développés, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Nord et dans les pays démocratiques d'Asie. Dans le Sud, c'est plus compliqué parce que le Sud dépend beaucoup, si vous voulez, je pense à l'Afrique, mais aussi l'Amérique latine, de l'aide chinoise en termes de masques, de vaccins aussi aujourd'hui. Et que faute de mieux, c'est préférable d'avoir un vaccin chinois peu efficace mais gratuit qu'un vaccin venant d'Allemagne ou d'Amérique qui sera peut-être pas gratuit et qui en fait arrivera avec beaucoup de retard parce que ces pays ont besoin de vaccins sur leur propre territoire. Donc on voit bien que les chiffres nous montrent que en termes de donation de vaccins, de dons de vaccins, c'est la Chine qui l'emporte de loin sur les États-Unis et l'Europe. Donc là, elle marque des points. Pour combien de temps je pense que les pays du Sud sont aussi conscients du fait que les vaccins chinois ne sont pas forcément les plus fiables et qu'ils auront besoin tôt ou tard aussi de se tourner vers d'autres types de vaccins européens, américains ou même russes. Ce modèle politique chinois que vous avez détaillé au cours de notre entretien, est-ce que la Chine cherche à l'exporter ailleurs dans le monde ? Alors, je crois que la Chine, officiellement, ne cherche pas à exporter son modèle. Elle essaie, si vous voulez, de vendre des solutions, sa sagesse, des méthodes de gouvernance. Et elle le fait d'ailleurs à travers le développement de relations entre le Parti communiste et beaucoup de partis politiques, notamment au Sud. Partis politiques qui envoient leurs cadres se former en Chine, notamment. Pour des périodes plus ou moins longues. Et c'est à travers cette formation à l'administration publique, à la gouvernance, que la Chine accroît son influence dans le monde. En fait, sur le plan politique, la Chine est agnostique. Elle coopère avec tous les pays. Et tant que ces pays-là ne critiquent pas son système politique, sa répression des dissidents ou des Ouïghours au Xinjiang, elle est heureuse de travailler avec tout le monde. Ou son agressivité contre Taïwan. Mais pour autant, on voit bien dans son discours international, elle passe son temps à critiquer la démocratie occidentale. Elle essaye en fait de rallier les pays du Sud à une forme d'anti-occidentalisme, d'anti-américanisme, qui parfois fonctionne parce que par exemple les pays du Sud sont sur des postures très anti-occidentales. Mais ce qu'elle ne comprend pas toujours, c'est qu'en fait la plupart des pays du Sud essayent quand même de devenir plus ou moins démocratique et que c'est pas en exportant ses méthodes ou son idéologie ou son discours idéologique anti-occidental ou anti-démocratie occidentale qu'elle va convaincre les pays du Sud de devenir des pays de parti unique. Il y a une convergence avec les pays qui ont déjà des systèmes de parti unique, des systèmes autoritaires, mais ça va pas tellement plus loin. Donc le succès de son discours international est à mon avis relativement limité. Merci beaucoup Jean-Pierre Cabestan pour ces échanges. Et pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin, j'indique la parution de votre ouvrage sur ces questions, intitulé « Demain, la Chine, démocratie ou dictature », est paru chez Gallimard en 2018. Et puis la parution prochaine, en septembre, d'un autre ouvrage, « Demain, la Chine, guerre ou paix », toujours chez Gallimard. Ainsi s'achève notre série sur la démocratie. Merci à tous de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos podcasts sur theconversation.fr. N'hésitez pas à les commenter et à les partager. Merci de votre écoute.